Et donc ils ont créé le Globe Swift. Voilà. D'accord, donc c'est un avion pour les rencarts. C'est un avion pour les rencarts et il y aura un très beau rencard qui va commencer par ce soir. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Monsieur Lacotte. Enchantée de pouvoir faire cette interview avec vous. Est-ce que tout d'abord vous voudriez bien vous présenter ce que vous faites comme métier et qui vous êtes? Alors, bonjour, je m'appelle Régis Lacotte, je suis directeur général adjoint du groupe ADP, en charge des opérations et de l'innovation. Alors, les opérations, ça recouvre tous les aéroports parisiens, Orly, Le Bourget et Charles de Gaulle. Je suis moi-même en plus directeur de l'aéroport de Charles de Gaulle. Et au sein d'un pôle qui s'appelle le pôle DGA, qui recouvre les opérations d'innovation, il y a les 3 aéroports parisiens, la direction générale des opérations qui est en support en fait, des opérations des 3 aéroports et la direction de l'innovation. D'accord, ça fait beaucoup de casquettes. Est-ce que vous voulez bien, pour commencer cette interview, nous parler de votre parcours, comment vous avez fait vos études, par quoi vous êtes passé pour arriver à ce poste justement? Alors, on va dire que l'aviation est entrée très tôt dans la famille, et plutôt, on va dire, par mon père, voilà, qui m'a transmis la passion de l'aéronautique et le virus de devenir pilote. Lui-même était pilote, on pourrait raconter beaucoup de choses à son sujet, mais ça sera peut-être l'objet d'une autre interview. Et donc oui, il m'a transmis très tôt la passion de l'aéronautique, et moi j'ai voulu devenir moi-même pilote de chasse. J'ai pas pu aller jusqu'au bout de mon projet et donc à un moment j'ai dû me réorienter. Et donc du coup j'ai fait une école d'ingénieur on va dire classique, l'Essier, où je me suis spécialisé en génie des systèmes de production. Mais en sortant de l'Essier, après avoir travaillé pour, notamment en stage pour Bombardier, pour Matra Défense ou encore pour Airbus, je trouvais ça très éloigné de ce que je voulais faire en tant que pilote de chasse, c'est-à-dire à la fois lié un métier d'action et aussi de la réflexion. Et donc du coup, j'ai, grâce on va dire, à un forum de 3e cycle, découvert le Master Management de l'ENAC, un management aéroportuaire. Et donc je suis parti en fait à l'ENAC faire le master dont je suis sorti diplômé en 98. D'accord. Et ensuite vous avez directement intégré ADP? Alors après, moi je faisais partie de ces jeunes à l'époque qui avaient encore leur service militaire à faire. C'était la fin du service. Moi je n'étais pas du tout anti-militariste, comme vous l'avez compris, parce que je voulais devenir pilote de chasse. Mais bon, d'un autre côté, faire mon service militaire, ça n'avait plus beaucoup d'intérêt, puisque c'était la fin du service en tant que tel pour les civils. Et donc je suis parti faire un volontariat à l'aide technique dans les DOM-TOM, à l'aéroport de La Réunion, où j'ai travaillé pendant 4 ans pour l'aéroport de La Réunion. En tant que responsable des opérations du terminal passager, puis ensuite de la sûreté de l'aéroport. Et au bout de 4 ans, j'ai envie de dire, j'ai eu beaucoup de choses à l'aéroport de La Réunion. C'est une super structure, toute petite. On a appris, j'apprenais plein de choses, parce que finalement, quand on a une petite structure, il y a tout à faire. Mais à un moment, j'avais envie de voir d'autres choses, et donc je suis parti de l'aéroport de La Réunion et j'ai postulé au sein du groupe Aéroport de Paris, au sein du gradué de programme exploitation. Ok. Et donc maintenant, comme vous travaillez chez ADP et vous êtes aussi justement directeur de l'aéroport CDG, est-ce que vous pouvez nous parler de la vision de l'avenir qu'a ADP en général et aussi la vision que vous avez pour l'aéroport Paris-Charles de Gaulle? Alors le groupe ADP a pris avec d'autres acteurs des engagements très forts en matière de décarbonation de notre secteur. Nous faisons partie de ceux qui pensons qu'il faut avoir un usage le plus raisonnable du transport aérien et que ça passe notamment par la décarbonation des opérations, aussi bien au sol qu'en l'air. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'ADN du groupe ADP aujourd'hui. Et d'ailleurs, on porte actuellement une vision d'avenir pour le développement de l'aéroport Charles de Gaulle pour les 25 prochaines années, qui veut justement concilier à la fois le développement et la décarbonation. Et donc l'aéroport de Charles de Gaulle a 3 grands défis aujourd'hui. C'est la décarbonation de nos opérations, c'est la montée en puissance de l'intermodalité entre notamment le train et l'avion, et la révolution des accès ferrés à la plateforme de Charles de Gaulle. Il y a un 3e axe très fort qui est de continuer à faire de Charles de Gaulle un hub compétitif, un hub leader en Europe, voire leader mondial en matière de décarbonation et de développement responsable. Et donc c'est tout ça qu'on porte au sein d'une concertation publique qu'on a lancée le 8 avril et qui prendra fin le 8 juillet, et qui s'appelle CDG et vous, et qui donne lieu à plus de 55 rencontres avec les territoires, les habitants des territoires, les associations, les professionnels.
pour justement partager notre vision de l'avenir de Charles de Gaulle et qu'on porte en commun avec toute la communauté aéroportuaire et notamment avec le groupe Air France qui est pleinement à nos côtés sur cette vision d'avenir. D'accord. Et est-ce que vous avez des objectifs à la fin de cette concertation collective? Est-ce que vous vous attendez à certains résultats? Alors cette concertation justement, on arrive avec une vision de l'avenir de CDG, on la partage avec tout notre écosystème. Okay. Et l'objectif c'est d'enrichir notre projet de tous les retours qu'on pourra avoir pendant la concertation. D'accord. La concertation aujourd'hui c'est pratiquement 2500 contributions volontaires qui ont été faites par tout type d'acteurs. C'est énorme, c'est presque plus que le T4, celle qu'on avait lancée sur 2024, alors qu'on n'est pas encore arrivé à la fin de la concertation. C'est déjà 12 000 personnes avec lesquelles on a pu échanger, rencontrer dans les territoires et avoir des échanges de qualité sur cette vision de l'avenir. Et donc à la fin de la concertation, bien justement, on va chercher à enrichir notre projet de tous les échanges qu'on aura pu avoir pendant cette phase. Maintenant, j'aimerais bien revenir dans le passé. L'aéroport a su gérer plusieurs crises, notamment la crise du Covid-19. Comment un aéroport international fait pour gérer ce type de crise? Et qu'est-ce que ça vous a appris pour l'avenir si jamais il y a un type de crise, type Covid-19? Un des atouts majeurs pour gérer ce type de crise, c'est la force de notre collectif, c'est la force de notre communauté aéroportuaire. D'accord. J'ai envie de dire fort heureusement quand la crise Covid est arrivée, ça faisait longtemps en fait qu'on travaillait tous ensemble, les compagnies aériennes, l'aéroport, les services de l'État, les assistants d'escale, dans une sorte d'intelligence collective sur les enjeux de la plateforme, savoir des fois dépasser nos différends et mettre au centre finalement qu'est-ce qu'il y a de plus important pour nous tous, qu'est-ce qui nous réunit. Et c'est justement grâce à la force de notre collectif qu'on a réussi à surmonter en fait la crise Covid. D'accord. Et donc ça a été vraiment un atout majeur. Et on a même sorti la crise Covid, on va dire renforcée, puisque les services de l'État, notamment la police, le contrôle aérien, sont maintenant pleinement à bord de cette vie de la communauté aéroportuaire et du partage des enjeux. Et c'est aussi grâce à ça qu'on a réussi à faire face et à réussir avec un très grand succès les Jeux Olympiques, où on était tous très attendus. Et c'est grâce justement à la force de notre collectif qu'on a su faire face et remonter ce défi incroyable qui était de réussir les Jeux. Et donc les Jeux ont été réussis. Quels sont les facteurs qui font que pour vous les Jeux ont été réussis? Est-ce que c'est la satisfaction client? Est-ce que c'est le non-retard de certains avions? Comment vous définissez la réussite des Jeux? Déjà, c'était pour nous être sûr que les organisateurs, et à commencer par le comité olympique, et finalement on était à la rencontre de leurs attentes. D'accord. Et là, on a eu réellement des retours vraiment très bons de tout le travail qui a été fait sur les aéroports parisiens. On peut même dire qu'ils ont même été plus loin, parce que d'habitude ils disaient rien, ou ils disaient des choses qui ne vont pas, ou ils disent rien. Et là, on a eu même des félicitations en fait, de leur part. Donc ça, c'était vraiment très, très bon. On a eu énormément de retours de tous nos clients, et notamment aussi des athlètes qui sont passés par nos installations à l'arrivée. On était le premier sourire que les athlètes ont vu de Paris. Oui. On était aussi le dernier sourire et tout. Et ça, c'était très important. Donc non, ça a été vraiment quelque chose de très réussi. Et nos clients, les compagnies aériennes, nous ont vraiment aussi salués pour tout le travail qu'on a fait ensemble. Mais ils se saluaient aussi eux-mêmes, parce qu'en fait, ils faisaient partie de toute l'organisation. Voilà. Ok. Une autre question par rapport à vous. Pour vous, quelles vous semblent les qualités essentielles pour diriger une structure aussi grande qu'un aéroport international? Et qu'est-ce que votre carrière vous a appris pour arriver à ce type de missions qui ont l'air pharaoniques vu de l'extérieur? Alors ça, c'est quelque chose que je partage toujours avec les jeunes que je rencontre, et notamment ceux qui veulent rentrer dans ce métier-là. Je pense qu'il faut déjà avoir beaucoup d'intérêt pour l'autre. D'accord. Si vous n'aimez pas votre prochain, si vous n'avez pas d'intérêt dans les interactions avec l'autre, faites pas ce métier-là. D'accord. On est au cœur des interactions de la planète tout entière, puisque la planète tout entière vient se rencontrer à Paris, notamment tout au long de la journée au travers des différentes plages du hub, pour repartir un peu partout sur la planète. Et donc si vous n'aimez pas les gens, si vous n'aimez pas les autres cultures, si vous aimez pas, faites pas ce métier-là. Donc ça, c'est essentiel. Il faut aussi avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension, être très curieux à nouveau des autres, curieux dans les process qu'on met en œuvre. Enfin voilà, je pense que c'est toute une somme de qualités qui font que, oui, vous êtes à même de pouvoir comprendre la complexité des interactions qui vont se faire dans la conduite d'un aéroport
international que peut être aussi complexe que Orly ou Charles de Gaulle. Voilà. Ok. Sur le Salon du Bourget, cette 55e édition, est-ce que vous avez un mot à dire dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous trouvez de nouveau comparé aux autres éditions? Et qu'est-ce qui, au contraire, suit les autres éditions? Par exemple, celle d'il y a 2 ans. Alors, l'édition d'il y a 2 ans, c'était une édition très particulière. C'était, j'ai envie de dire, la première édition après le Covid, puisque 2021 avait été annulé. Elle était très attendue et c'était un très gros succès. Tout le monde était très heureux de se retrouver. Là, j'ai envie de dire, en 2025, eh bien, on est à nouveau tous très heureux de nous retrouver tous, mais c'est vrai qu'on a passé cette période du Covid et on revient finalement sur quelque chose qui est maintenant plus dans ce qu'on connaissait par le passé, plus classique, tout en étant aussi très innovant, notamment en matière de décarbonation. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas aujourd'hui un acteur qui ne parlera pas de décarbonation. Non, décarbonation dans la construction des nouveaux appareils, dans l'énergie qui seront utilisées, dans la façon dont on les opérera. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est aussi le témoignage que toute une industrie s'engage volontairement dans la préservation du climat. Il y a des milliards qui sont investis en recherche et développement, encore plus dans le renouvellement des flottes, et encore plus, ou tout autant, j'ai envie de dire, dans la transformation des infrastructures qui permettent à cette industrie de pouvoir opérer. Donc ça, c'est vraiment clé, et c'est bien le témoignage concret et réel de tout l'engagement du secteur. Oui, je suis d'accord, et ça se voit dans tous les stands, que ce soit dans les startups ou dans les grands groupes. C'est même super intéressant. Et enfin, une toute dernière question pour les passionnés d'aviation qui nous regardent, parce que j'ai entendu dire que vous aviez un avion. Et du coup, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Parce que c'est toute l'information que j'ai à propos, c'est juste que vous avez un avion. Eh bien, moi, j'ai commencé l'aviation très jeune, très tôt, grâce à mon père, qui m'a mis le pied à l'étrier. À la fois une formation assez classique, en commençant par le vol à voile, et puis aussi en touchant assez rapidement à l'ULM. Et puis ensuite, j'ai fait de l'avion. Et dans mon parcours aéronautique, en tant que, on va dire, à titre privé, puisque j'en ai jamais fait mon métier en tant que pilote, en tout cas, j'avais effectivement le souhait un jour, si j'en avais les moyens, de pouvoir avoir mon propre avion. Et puis, c'est un rêve que j'ai réalisé il y a 5 ans. Avec un ami qui m'a orienté en me disant je sais que tu cherches, tu as envie d'avoir un jour un avion. Eh bien, il y en avait un à côté de son hangar à Blois. C'est un Globe Swift, c'est un avion américain de 1946. C'est très joli. C'était un avion qui avait été conçu avant la guerre, mais finalement qui n'a jamais été produit, puisque comme la guerre a éclaté et les Américains sont rentrés dans la guerre en 1941, finalement toute l'industrie aéronautique US a été réorientée sur la défense. Et finalement, c'est juste une fois que la paix est revenue, après 1945, que l'avion a pu être produit. Et donc, il a été produit à partir de 1946 notamment. Et l'ingénieur qui a conçu, un des ingénieurs qui a conçu cet avion, était celui qui avait fait le Curtiss P-40, qui était l'avion en fait, de chasse des Américains au début de la guerre. Et on a la particularité d'avoir une forme d'aile qui est exactement la même entre le Curtiss P-40 et cet avion. Ce qui se dit aux États-Unis, c'est qu'à l'époque, quand ils ont pensé à cet avion, ils se disaient, les pilotes de chasse américains à l'époque, le week-end, quand ils voulaient emmener leur petite copine faire un tour en avion, dans quel avion ils auraient emmené les promener. Et donc, ils ont créé le Globe Swift. Voilà. D'accord, donc c'est un avion pour les rencarts. C'est un avion pour les rencarts, et il y aura un très beau rencard qui va commencer par ce soir, puisque j'essaie avec d'autres d'animer finalement un petit groupe de ceux qui possèdent cet avion en Europe, puisqu'en fait, il y en a à peu près 400 aux États-Unis qui volent encore sur les 1500 qui ont été produits. Et on a la chance d'en avoir 20 en Europe, une petite vingtaine en Europe. Et à l'occasion du salon, à l'initiative des organisateurs du salon qui veulent offrir sur les journées grand public des beaux avions à voir, eh bien, ils m'ont demandé de pouvoir ramener plusieurs avions de ce type avec ce petit groupe de passionnés. Et donc il y aura 7 avions qui seront présents sur le salon, 7 Globe Swift, qui seront 6 d'entre eux présents sur le stand de Grumman. Et le 7e, lui, il sera côté piste puisqu'il sera présenté en vol par un de nos pilotes, puisqu'à la base c'est aussi un avion de voltige. Et donc il y aura tous les jours une présentation d'un Globe Swift en vol de vendredi à dimanche par un pilote chevronné, un ancien pilote de l'armée de terre qui a plus de 9000 heures de vol.
s'appelle Frédéric Grandmougin, voilà, donc, que je salue par la même occasion et à qui je souhaite un très beau salon et une très belle présentation en vol. Bon, on a hâte de voir ça parce que c'est rare de voir des Warbirds au Bourget. Donc merci beaucoup pour cette interview. Voilà. C'est super intéressant et on espère vous revoir un jour ou l'autre dans une interview. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.